Autre phénomène, c'est le phénomène positif le plus puissant qu'on trouve effectivement dans notre environnement, c'est les vortex. C'est une forme de spirale, et en fait, de l'autre côté, il y en a un autre. C'est toujours double. C'est très puissant, ça donne beaucoup d'énergie, et beaucoup d'églises et de cathédrales ont été implantées à des lieux improbables parce qu'il y avait ça. Vous trouverez le lien de notre site internet dans la description de la vidéo. On poursuit notre belle rencontre, notre colloque, avec un invité tout à fait particulier, puisque c'est un géobiologue, Philippe Cissé, mais qui flirte aussi avec le monde occulte, puisque la matière alchimique l'intéresse particulièrement. Et c'est d'ailleurs lors de sa visite au château du Boignard que j'ai découvert Philippe, invité par Jean-Michel Mousset pour travailler sur la géobiologie du site du Boignard. On a découvert un personnage fort intéressant, fort riche et surtout d'une grande sensibilité. C'est ce qui m'avait marqué chez toi. Parce que moi, j'ai rencontré d'autres géobiologues, mais toi, tu as une sensibilité particulière et qui nous a, avec Fanny, beaucoup touchés. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on t'a invité à venir faire une étude sur notre maison. Notre maison que j'ai découvert dans ta conférence. Je ne savais pas que tu allais parler de notre maison, à Fanny et moi-même, dans ta conférence. Je suis très surpris. Mais c'est vrai qu'on a fait des découvertes tout à fait particulières qui vont certainement dans le sens de cette conférence qui a pour titre « Site templier et hospitalier et géobiologie ». Donc c'est un véritable magicien, mais scientifique aussi, parce que la géobiologie, c'est une science. C'est entre ses mains qu'on va poursuivre ce cycle. Voilà, je vous laisse en compagnie de Philippe Cissé. Vous allez voir, c'est un voyage merveilleux, comme d'ailleurs notre cher invité. Merci Laurent. Bon, j'avais déjà la pression avant de commencer, mais avec ce que tu viens de dire, j'ai encore plus la pression. Donc, merci de m'avoir invité. En plus, tu m'avais demandé de travailler sur les sites templiers, ce que j'avais pas encore eu trop l'occasion de faire. Donc, ça m'a fait faire des devoirs de vacances. C'est un peu travailler la question. Enfin, je vais essayer de vous emmener sur à la fois la géobiologie. Donc, je vais passer par un certain nombre d'explications géobiologiques. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on cherche? Passer par l'art des bâtisseurs, comment ils utilisaient effectivement cette partie-là. Et puis, on va amener un focus sur des constructions templières. Et effectivement, à un moment donné, on va arriver sur la maison de Laurent. Et de Fanny. Pardon, excuse-moi Fanny. Donc, la première chose que j'ai envie de faire, c'est, bon, vous connaissez peut-être pas la géobiologie, on va expliquer déjà le terme. Le terme de géobiologie, en fait, il est composé de trois choses. Il est composé de géo, la Terre, on s'intéresse à la Terre, bio, la vie. Donc on commence à voir qu'on va peut-être s'intéresser à comment la vie évolue sur un endroit donné. Est-ce que l'endroit est favorable? Est-ce qu'il est défavorable à la vie? La vie, c'est des plus petits organismes vivants jusqu'aux plus grands animaux, en passant par l'humain, les plantes. Et logis, c'est la théorie, la connaissance associée. Donc c'est comme ça qu'a été construit ce terme géobiologie. Il existe depuis le début du XXe. La première définition connue, elle est attribuée à Teilhard de Chardin. Et donc, il est donné comme définition que la géobiologie, c'est la science des rapports de l'évolution géologique de la Terre avec celle de la vie et des organismes vivants. Donc si on fait un schéma, en gros, l'environnement visible, mais aussi l'environnement invisible, ce qu'il y a sous la Terre, eh ben, en fait, ça va impacter le vivant, les végétaux, les animaux, nous. On fait de toute façon partie du règne animal. Et grosso modo, en géobiologie, on va s'intéresser à beaucoup de choses qui ne se voient pas. Un cours d'eau souterrain, par définition, il ne se voit pas. Une cavité souterraine, par définition, ne se voit pas non plus. Pourtant, elles peuvent avoir effectivement des impacts sur ce qu'il y a au-dessus. Des constructions, par exemple. Donc, c'est ça, en fait, la géobiologie. C'est comment le lieu impacte le vivant. C'est ça qu'on va chercher. Dans la géobiologie, il y a tout un tas
spécialités. Ça peut passer de l'étude de maisons, d'appartements, on va plutôt parler de médecine de l'habitat dans ce cas-là, l'étude de sites sacrés, l'étude de bâtis anciennes, l'art des bâtisseurs, les divines proportions, ça fait aussi partie des champs d'études de la géobiologie. Enfin, c'est extrêmement vaste. Tout le monde habite quelque part, tout le monde travaille quelque part, donc tout le monde peut être impacté par un lieu, ou plusieurs. Et donc, dans les savoirs ancestraux, nos bâtisseurs, les anciens bâtisseurs, ont construit, monté un certain nombre de bâtis à des endroits particuliers, choisis, avec des orientations particulières. On va voir un peu comment ils faisaient. On n'a pas toujours en fait les clés de décodage de pourquoi c'est orienté de telle manière, pourquoi c'est construit à cet endroit-là, pourquoi c'est fait de cette manière. On va tenter d'apporter quelques éclairages. Alors, c'est pas nouveau de savoir que, grosso modo, le lieu peut avoir un impact sur le vivant. Hippocrate le disait déjà dans le traité des eaux, des airs et des lieux, quand il parlait de médecine. Il disait que le médecin qui veut se perfectionner dans l'art de guérir devra de toute façon ausculter son patient, ça c'est normal, mais regardez également l'endroit, comment l'endroit est disposé, et comment le sous-sol va impacter le vivant. Chose que dans la médecine occidentale moderne, on a un peu oublié, que l'environnement peut avoir un impact. Et si on prend la référence de la médecine chinoise qui est Sun Simiao, alors Hippocrate c'est 400 ans avant Jésus-Christ, les Chinois étaient en avance, c'était 700 ans avant. Et eux disent, Sun Simiao disait, un bon médecin doit ausculter son patient, c'est la base, mais doit surtout aussi regarder son environnement direct et indirect, et considérer que les maladies les plus difficiles à soigner sont souvent liées à l'environnement. Et oublier de regarder ça, c'est une faute. Donc il va plus loin. Et quand on regarde la médecine chinoise aujourd'hui, il y a toujours dans l'approche de la médecine chinoise l'étude du lieu, c'est le feng shui. Ça fait partie de la médecine chinoise. C'est basé sur le raisonnement de la médecine chinoise, qui est un raisonnement qui est basé sur la circulation d'énergie. Le feng shui s'intéresse à comment l'énergie circule dans nos environnements. C'est un but thérapeutique. Au même titre que l'ostéopathie chinoise, au même titre que l'acupuncture, au même titre que la diététique chinoise, mais aussi des exercices de renforcement du corps, le qigong, le tai chi, le kung fu. Au départ, c'était juste pour entraîner et faire en sorte que le véhicule dure longtemps. Et le kung fu à haut niveau rejoint l'énergétique du qigong. Pour les Chinois, c'est la même chose. Pour les Occidentaux, on a séparé. On aime bien séparer en Occident. Donc voilà, le lieu a un impact sur le vivant. Mais c'est vrai qu'en Occident, on a un peu oublié ce truc-là. Alors, pour vous expliquer le mode de construction des bâtisseurs, il faut que je vous explique quelques phénomènes géobiologiques, de façon à ce qu'on puisse mieux comprendre en fait les plans que je vais vous proposer après. Il y a des phénomènes énergétiques naturels. Alors, on va passer sur les cours d'eau, les failles, c'est des phénomènes géologiques naturels. Il y a également des phénomènes énergétiques naturels. Vous avez peut-être entendu parler de réseaux de Hartmann, de réseaux de Curie. Pour ceux qui n'ont pas entendu parler de réseaux, la Terre est en fait parcourue par un certain nombre de lignes de réseaux. On parle de lignes de réseau. Une des hypothèses qui me semble la plus plausible, c'est que ces réseaux dont on dit qu'ils sont géomagnétiques sont en fait provoqués par les métaux en fusion du centre de la Terre qui émettent des vibrations et qui vont se matérialiser sous forme de murs énergétiques. Alors ce sont des murs, c'est pas que des lignes, c'est pas que au sol. Donc les réseaux telluriques, donc générés par les réseaux, on a des réseaux qui sont liés à la vibration métallique. Le plus connu, c'est le réseau Hartmann, il est de la vibration métallique nickel. Le deuxième, qui est utilisé également par les bâtisseurs, c'est le réseau métallique fer, qui est connu aussi sous le nom de réseau Curie. Pourquoi on parle de réseau Hartmann? C'est le docteur Hartmann qui l'a redécouvert dans les années 60. Le réseau Curie a été redécouvert par M. Curie. Alors qu'en fait, on devrait, si on était plus juste, parler de vibration métallique fer ou de vibration métallique nickel.
On a d'autres réseaux qui sont plus neutres, zinc, aluminium, des réseaux positifs, or, argent, cuivre. On va juste détailler les deux réseaux qui ont été principalement utilisés par les bâtisseurs. C'est le réseau Hartmann. Alors, ça a une maille de 2,50 m sur 2 mètres. C'est génial, ça fait un gros papier millimétré, et puis on va construire autour de ça. La plupart des constructions sont alignées sur les réseaux. Le réseau, il est d'orientation globale, il est plutôt nord-sud-est-ouest, mais la plupart du temps, il est un peu en décalage. C'est pour ça qu'on a des édifices qui ne sont pas tout à fait pile-poil sur l'orientation cardinale. On va se trouver avec quelques angles d'écart. En fait, ils sont parfaitement alignés sur les réseaux qui sont eux-mêmes en décalage. C'est pour ça qu'on a souvent des décalages d'angles. Alors, ce sont des murs énergétiques d'une vingtaine de centimètres d'épaisseur. On les traverse. On a une alternance de lignes positives, négatives, positives, négatives. Ça veut dire quoi, une ligne positive? Je suis sur une ligne positive, elle me donne un peu d'énergie. Si je vais sur la ligne suivante, elle me prendra un peu d'énergie. Qu'est-ce qui se passe quand je marche ou que, en pleine nature, j'ai un dilatation, contraction, dilatation, contraction? C'est un effet de pompage. Et ça me charge, en fait, en réalité, d'énergie. Quand je cours dehors, j'ai également cet effet de recharge. Si je cours sur un tapis de course, j'ai plus la recharge, puisque je traverse plus ces lignes. Donc l'environnement aussi a un effet intéressant. C'est pas parce que la ligne me prend de l'énergie qu'elle est gênante. Tout dépend comment on l'utilise. Alors c'est nord-sud, on l'a dit, l'âge de tram entre 1,50 m et 3,50 m, puisqu'il y a une tolérance d'1 mètre sur les dimensions. Polarité alternée, je l'ai dit. Ah, toutes les 7 lignes, il y en a une plus grosse. On parle de ligne double. Et toutes les 7 lignes doubles, il y a une ligne triple. Donc ça veut dire toutes les 49 lignes simples, on a une ligne triple. Bon, c'est de la géométrie, on n'est pas obligé de retenir ça. Mais ça fait partie, en fait, des réseaux. Le deuxième réseau beaucoup utilisé par les bâtisseurs, c'était le réseau Curie. Donc vibration métallique, fer. Il est en diagonale. On a 2 orientations pour les réseaux. L'orientation globale, plutôt nord-sud-est-ouest. L'orientation diagonale. On a des largeurs un peu plus grandes, 4 mètres, des largeurs de ligne de 40 cm. C'est un réseau qui est un peu plus grand. On a aussi toujours la polarité alternée, positive, négative. C'est toutes les 5 lignes qu'on a une ligne plus grosse. Donc on parle de réseau en base 5, alors que Hartmann, on était en réseau base 7. Donc ces 2 réseaux, on va les retrouver. On pose un peu les pièces de puzzle, et puis après on va voir comment on assemble tout ça. Les bâtisseurs utilisaient aussi des phénomènes énergétiques qui pouvaient donner de l'énergie. On peut assimiler ça à des moteurs énergétiques placés à des endroits spécifiques. Ça va diffuser une énergie particulière. Dans des églises ou des cathédrales, on en a. Par exemple, les cheminées cosmotelluriques ont souvent été utilisées par les bâtisseurs. Alors, ce phénomène-là, c'est un phénomène naturel. Il sert simplement à équilibrer à la surface de la Terre l'énergie qui vient du sol avec l'énergie qui vient d'en haut. Bon, l'énergie qui vient du sol, elle vient du noyau, elle traverse la croûte terrestre, elle nous arrive. L'énergie d'en haut, c'est principalement de l'énergie solaire, le reflet du Soleil sur la Lune, les planètes du système solaire, les systèmes solaires voisins, la galaxie, l'univers, tout ça amalgamé. On parle d'énergie cosmique. Et donc, dans ce système-là, on a ce mélange d'énergie de façon à ce que ce soit équilibré sur la Terre. On a des cheminées positives qui nous donnent de l'énergie et des cheminées négatives qui nous prennent de l'énergie. Le bâtisseur a plutôt utilisé des cheminées positives. On va voir comment il les place. Donc, c'est plus ou moins grand. Il peut y avoir des petites cheminées, 2 mètres de diamètre, jusqu'à des grosses qui ont 35 mètres de diamètre. Là, c'est en fonction de ce qu'on va trouver sur le terrain. C'est pas très confortable de dormir là-dedans.
puisqu'on a un système de lessiveuse énergétique. L'énergie monte en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça s'arrête, l'énergie descend et ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ça brasse en permanence. Donc on parle aussi de vortex pulsatif quand on parle de cheminée cosmotellurique. C'est un phénomène énergétique, on va voir que le bâtisseur il le connaissait, était capable de le déplacer, de le mettre à des endroits stratégiques et de s'en servir. Autre phénomène, alors celui-là on ne peut pas le déplacer, mais il le cherchait pour implanter effectivement des bâtiments. C'est le phénomène positif le plus puissant qu'on trouve effectivement dans notre environnement, c'est les vortex. Donc il y a une partie qui est reliée avec l'énergie d'en haut, et il y a également une partie qui est reliée avec l'énergie d'en bas. C'est une forme de spirale, et en fait, de l'autre côté, il y en a un autre. C'est toujours double. Il y a une partie qui est beaucoup plus reliée avec l'énergie d'en haut, et une partie qui est beaucoup plus reliée avec l'énergie d'en bas. Pour ceux qui ont fait des voyages chamaniques, il vaut mieux aller sur la partie du vortex qui est reliée en bas pour faire l'exploration du monde d'en bas. Et si on veut explorer le monde d'en haut, ce sera plus facile d'aller de l'autre côté. En tout cas, c'est des moyens qui nous permettent d'accéder aussi à ces mondes-là. C'est très puissant, ça donne beaucoup d'énergie, et beaucoup d'églises et de cathédrales ont été implantées à des lieux improbables parce qu'il y avait ça. Des fois, on se dit, mais pourquoi ils ont été construire le truc là-haut alors que le village, il est en bas? Le vortex, il est en haut. Il n'est pas en bas. Donc ça explique aussi souvent les implantations un peu curieuses. Alors on parle d'église, mais avant l'église, les Celtes utilisaient ça, les païens, enfin c'était beaucoup de sites païens qui ont été recyclés par l'église catholique, et donc ils ont construit une église par-dessus, en pariant sur le fait que plusieurs générations après, ils auraient oublié effectivement le culte qui se pratiquait à cet endroit-là. Il y a une belle vibration sur la... En fait, ces vortex commencent à pulser là. Je vais passer à autre chose. Alors, comment le bâtisseur utilisait? Alors, ils utilisaient les réseaux, mais ils modifiaient également les réseaux. C'est là où on commence à rentrer dans ce qu'on appelle la géobiologie opérative. C'est pas uniquement de l'observation, c'est qu'on peut modifier des choses. Si on prend les réseaux Hartmann, la plupart des bâtiments sont alignés sur les réseaux, et en fonction de la largeur des murs, ils multipliaient les lignes pour faire correspondre, en fait, le nombre de lignes à la largeur des murs. Là, on est sur des murs de 30 à 60 cm, on multiplie par 3. Sur des murs de 80 à 1,20 m, on multiplie par 5. Juste pour aller jusqu'à 1,50 m, on multiplie par 7. Ça, on va trouver ça dans les constructions type église et cathédrale. Ça, on va trouver ça dans les constructions de type militaire, puisque les murs sont encore plus gros, donc on multiplie encore plus. Et là, on pouvait utiliser 3 lignes successives multipliées. On est sur une multiplication 3 x 7, 21. Et là, ça correspond à des fortifications. On est sur l'architecture militaire. Et là, on va trouver ça plutôt dans l'architecture sacrée. Donc, ce n'est pas uniquement repérer les réseaux, c'est implanter son bâtiment dessus, c'est également modifier les réseaux de façon à intégrer le bâtiment dans l'énergie du lieu, faire en sorte qu'il dure plus longtemps, qu'il soit plus solide. En tout cas, on va faire... il y a une partie énergétique dans le travail du bâtisseur, qu'on a oublié. Maintenant, on regarde ce qu'ils ont fait, mais on ne va plus chercher la partie énergétique. Alors, non seulement ils faisaient ça dans les murs, mais ils bricolaient ce qu'il y avait autour. Si on prend l'exemple d'une fortification, ça c'est un exemple de fortification celte, où le rempart est mis en zone neutre, c'est-à-dire qu'en fait, là, le défenseur, il est plutôt bien. Dans certains cas, ils mettaient même des réseaux positifs pour booster le défenseur. Et là, on a une concentration de lignes négative, avec en plus un fossé. C'est-à-dire que l'assaillant, avant d'arriver là, il va falloir qu'il remonte, qu'il traverse tout ça. Et donc là, il va perdre un petit peu d'influx au passage. Et avant, il mettait aussi des barrières magiques pour aussi affaiblir l'assaillant et des concentrations de lignes. Donc,
Quand l'assaillant arrivait là, il avait déjà traversé tout ça, en laissant un petit peu d'énergie au passage. Oui. Comment c'était identifié à l'époque? Comment c'était identifié? Qu'il y avait du réseau de fer, de nickel. Alors, je ne pense pas qu'ils avaient fait la liaison avec le fer ou le nickel, mais L'énergie positive ou négative. ça se trouve avec des outils tout à fait traditionnels. Là, si je cherche un réseau Hartmann, là j'ai une ligne Hartmann, enfin un mur Hartmann. Et si je veux voir si c'est une ligne positive ou négative, il suffit que je regarde la réaction du corps. Si ça dilate le corps énergétique, c'est une ligne positive. Là, c'en est une. Elle s'en va là. Ça veut dire que, logiquement, 2,50 m avant, j'en ai une autre. Et celle-là, elle prend de l'énergie, donc c'est une ligne négative. Une fois qu'on a fait le repérage, ça peut se faire aussi avec des baguettes coudées en métal, où là, on va avoir aussi la matérialisation du réseau. Donc, la baguette de sourcier, c'est quelque chose qui est utilisé depuis extrêmement longtemps. De façon traditionnelle, elle est faite en bois de noisetier ou de coudrier, parce qu'on cherchait en fait à avoir ça, la souplesse. C'est du nylon industriel. C'est de l'ertacétal ou du pomme C. Parce qu'en fait, ça accepte d'être chauffé et soudé. Il y a d'autres matières plastiques qui cassent. Bon, ça, c'est le côté technique. Ça a un avantage, c'est que ça dure longtemps. Celle-là, ça fait 15-16 ans que je la trimballe. La baguette de noisetier, elle sèche, elle durcit, elle casse. Il faut retourner couper du noisetier ou du coudrier. C'est la même chose. Mais ça fait quand même plus mystérieux de dire que j'ai une baguette en coudrier. Et après, on peut raconter l'histoire que je l'étais coupée un soir de pleine lune. Mais ça, c'est pas vrai. Donc voilà, ça c'est la version moderne de la baguette de sourcier, parce que j'ai la bonne souplesse. Ce n'est qu'un amplificateur des réactions du corps. C'est pas le matériau qui sent, c'est nous. Si vous connaissez la kinésiologie, c'est le même principe. Je la mets en tension, donc j'ai une force musculaire, j'arrive sur le phénomène que je cherche, ça bouge ma tension musculaire, l'ampli se déclenche. Tout le monde est capable de le faire. C'est une petite parenthèse. Sourcier, c'est pas un don, c'est une sensibilité. Il faut 3 ingrédients pour faire un sourcier. L'ouverture d'esprit. Et dans les familles de sourciers, je vois mon père, mon grand-père faire, j'ai pas de doute, j'ai l'ouverture d'esprit. La deuxième chose, c'est la formation. Comment je prends la baguette, comment je la mets en tension, comment je réfléchis, quelles sont les conventions mentales que j'utilise. Donc le deuxième ingrédient, c'est la formation. Troisième ingrédient, l'entraînement. Je vais m'entraîner. Et à un moment donné, ça marche. Alors dans les familles de sourciers, on va dire, c'est bon, on t'a filé le don. En fait, non. Il y avait l'ouverture d'esprit, on t'a formé, tu t'es entraîné, c'est OK. Si on reproduit ça, moi j'ai formé à peu près 300 personnes, tout le monde y arrive. Plus ou moins rapidement. Parce qu'on est plus ou moins sensible. Donc certaines personnes ont besoin de plus d'entraînement pour développer, affiner cette sensibilité. Est-ce que ça répond à votre question? Bon, j'ai fait une petite parenthèse. Donc, on voit que, grosso modo, dans l'architecture militaire, ils ne sont pas privés d'utiliser effectivement les réseaux pour justement affaiblir l'assaillant et se mettre en zone de sécurité. Bon, ça n'empêche pas que certains châteaux sont tombés. Ça dépend en fait du nombre d'assaillants, de l'opiniâtreté qu'il y avait. Enfin bon, ça ne suffisait pas non plus à tout sécuriser, mais c'est un mode constructif qu'on retrouve, en tout cas. Cette façon de travailler sur les réseaux. On va voir que, on va venir sur les sites templiers, on retrouve un peu ça. Alors, mais on retrouve autre chose aussi. Je vais juste vous donner un exemple pour une cathédrale. Vous voyez, là, le réseau Hartmann, il est normal. Et quand on s'approche de la cathédrale, on voit les multiplications de lignes qu'ils ont faites. Dans cette direction, dans cette direction. On s'aperçoit aussi que le réseau, lui, il n'est pas orienté nord-sud, est-ouest, il est même carrément à la diagonale. La cathédrale, elle est parfaitement alignée sur le réseau et pas du tout alignée sur l'orientation cardinale.
bâtisseur il essayait de faire en gros avec ce qu'il trouvait sur le terrain. Et là, on a une grande ligne or, c'est le réseau sacré. Donc il cherchait ça. La vibration or, enfin, dans les réseaux, elle est plus rare, elle est intéressante. Donc il cherchait en fait ces croisements-là. Et puis ils nous ont fait un petit bricolage à l'entrée là. Ça s'appelle le carré magique. C'est la même notion que le pédiluve dans la piscine. C'est-à-dire qu'on va se nettoyer avant d'entrer dans l'eau. Et donc là, on a un système cubique dans lequel on va rentrer, on va laisser nos soucis à l'extérieur. C'est la notion de laisser ses métaux à la porte du temple. Le métal, pour l'alchimiste, c'est le plus compliqué à travailler, c'est l'ego. Et donc on le laisse dehors. Et donc on a un système opératif. Et dans la tradition, à Pâques, on vient sur le parvis avec effectivement de l'eau bénite. En fait, on vient nettoyer le filtre. C'est ni plus ni moins que ça. Donc, sur ces constructions, ce mode constructif, on va le trouver sur toutes les églises romanes. Jusqu'en 1360 à peu près, ce système constructif est utilisé. La modification des réseaux. Ils ne se contentaient pas de modifier le réseau Hartmann, ils modifiaient le réseau Curie aussi. Et là, ils multiplient le réseau pour que ça passe par les piliers. Et comme c'est un réseau plus large, ils multiplient un peu moins. Donc plutôt assez souvent en 3 lignes, en 5 lignes, c'est plus rare. C'est pour les grands édifices. C'est la cathédrale de Chartres. Toutes les planches que je vous montre sont extraites des bouquins de Stéphane Cardino de géométrie sacrée. Bon, j'ai eu la chance d'être formé par Stéphane en Suisse. Donc, il faut aussi donner le crédit des illustrations. Donc là, on voit effectivement l'utilisation, la modification des réseaux. L'objectif, c'est intégrer l'édifice dans l'énergie du lieu, faire en sorte qu'il dure plus longtemps. C'est vrai que les églises et cathédrales, c'est des édifices qui durent longtemps. Bon, on les entretient aussi. Et les systèmes énergétiques, Chartres, il y a ça, le vortex. Il était déjà là. Mais ils ont ajouté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cheminées cosmotelluriques qui correspondent exactement à l'architecture. Là, c'est le labyrinthe. Pour ceux qui connaissent, c'est pile poil dessus. Et donc, il y a ce qu'on voit, l'expérience du labyrinthe, les 7 niveaux de conscience, on va au centre, on ressort, mais aussi l'expérience énergétique qui est créée par ça. Puis il y en a des petites là, mais qui sont arrivées plus tardivement liées au culte. Donc, mais le bâtisseur d'origine, il a fait ça. Donc ça, c'est l'exemple en fait, des bâtisseurs pour un bâtiment sacré. On a vu comment ils travaillaient sur un bâtiment à destination défensive. Oui. Excuse-moi, en fait, je n'ai pas compris comment ils modifient les réseaux. Pas parce que je n'ai pas expliqué. Ça vous va comme réponse? C'est de l'opératif. Là, il faut rentrer dans... En fait, c'est beaucoup plus facile de former quelqu'un à le faire que de l'expliquer. Voilà, c'est comme tout à l'heure, le conférencier disait, on peut décrire à quelqu'un l'expérience du chocolat, mais tant qu'il n'a pas goûté, il n'aura pas l'expérience du chocolat. Donc, je ne vais pas vous l'expliquer. Je sais le faire, mais je ne vais pas vous l'expliquer. Donc voilà, l'idée c'était de poser quelques bases géobiologiques de façon à pouvoir rentrer un petit peu dans le détail d'un site templier et vous expliquer un petit peu leur raisonnement, la façon dont ils ont construit ça. Alors les constructions templières, on va juste cadrer ça dans l'histoire, les dates. C'est en 1128 que les Templiers reçoivent leurs règles. C'est en 1139 qu'ils reçoivent l'autorisation de construire. Donc ils vont commencer à construire à ce moment-là. Ce n'est qu'en 1145 qu'ils peuvent également ajouter des oratoires dans leur construction. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire que là, ils ont fait du défensif, et là, ils ont inclus autre chose. L'oratoire, c'est un lieu où on va travailler sa spiritualité. L'alchimiste standard
travaille dans deux endroits. Le labor, où il travaille la matière, et l'oratoire, où il travaille sa spiritualité. Par contraction, on a fait laboratoire. Mais à l'origine, c'est deux endroits différents. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ça. Est-ce qu'on va le trouver dans les constructions? Bon, 1307, c'est l'arrestation des Templiers, 1312, dissolution de l'ordre. Donc, en gros, ils ont construit pendant environ 150 ans. Après la dissolution de l'ordre, les bâtiments sont donnés aux hospitaliers qui vont continuer à les faire évoluer, à les faire bouger, à les faire disparaître. En tout cas, beaucoup de sites templiers ont disparu. Et même ceux qui existent encore, ce qui est vraiment de l'époque templière, c'est un peu plus difficile à cerner. En tout cas, on est vraiment sur cette, ce créneau, j'allais dire créneau horaire, mais non, sur ces 150 ans de construction. La toponymie nous permet aussi d'observer des traces de construction templière. Le terme nouveau ou maison neuve, c'est souvent en fait une désignation de construction templière. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Laurent qui m'a dit, effectivement, enfin, ça vient de Michel, qui l'a dit à Laurent, Laurent me l'a dit, et j'ai dit, ah tiens, c'est vrai. C'est pour rendre le crédit à Michel. Et donc, oui, si vous avez effectivement une terminologie maison neuve ou truc nouveau, ou alors après dans différents patois locaux, ça prend des noms un petit peu différents, mais ça peut être une piste qui nous indique qu'à l'origine il y avait peut-être une construction templière qui a peut-être disparu. En tout cas, ça peut être intéressant de creuser, au sens propre ou au sens figuré. Je vais maintenant rentrer sur l'exemple d'une commanderie templière. Alors, c'est pas moi qui ai fait l'étude, c'est aussi une étude de Stéphane Cardino. Donc, j'ai pas nécessairement eu le temps de faire l'étude de plusieurs sites templiers, mais on va s'appuyer sur le travail de Stéphane. Donc, c'est la commanderie templière des Taillades. Et là, en fait, qu'est-ce qu'on observe? On observe ça. Déjà, il y a un vortex. J'avais dit. Alors, je ne sais plus exactement, il faut que je reprenne l'adresse. C'est en France, oui. Alors, je ne sais plus où exactement. Et tout à l'heure, je me suis dit, il faut que je réfléchisse parce que j'aurai les questions et je n'ai pas eu le temps de... Je reviendrai. Et donc, si on détaille un petit peu, bon, on voit qu'on a des multiplications de lignes en fonction des murs. Donc, en 3 lignes, en 5 lignes, bon, système constructif un peu habituel. Il y a quand même cette présence-là. Le vortex, il était là. Donc, ils ont choisi l'endroit. Ils ont choisi de se mettre là. Et on a une cheminée cosmotellurique positive. Donc, on va détailler ça un petit peu plus. Et puis, à l'extérieur, on voit des concentrations de lignes. Et là, si on fait un zoom, on est sur l'ancien rempart, on voit bien les concentrations de lignes négatives. Donc là, on est sur un système constructif de type défensif. La commanderie templière est construite comme un château fort, à ce niveau-là. Sauf que là, ça ressemble beaucoup plus à une typologie qu'on a observée dans les églises. Donc à la fois, on se défend et on travaille la spiritualité. Je pense que, on parlait d'oratoire tout à l'heure, je pense que l'endroit privilégié pour travailler la spiritualité, pour les Templiers, c'était là. C'est là où il y a l'énergie la plus forte. Et pourquoi ils cherchaient une énergie forte? Parce que c'est d'ailleurs le cahier des charges que donnait l'Église aux bâtisseurs. Faites-nous un bâtiment de forte énergie pour favoriser l'élévation de l'âme. Et ben là, on a une forte énergie. Et donc, pour travailler l'élévation de son âme, sa spiritualité, autant se mettre dans un endroit qui pulse. Donc, on cherche ces endroits, on construit autour. C'est pas là où ils se rassemblaient, puisque la grande salle de rassemblement, elle est là. Là, je pense que c'est une hypothèse qui n'engage que moi. C'est là où ils faisaient leur travail spirituel. Donc, on se retrouve avec un système constructif qui marie à la fois le défensif et aussi ce qu'on trouve plus fréquemment en fait, dans des sites type église, cathédrale, sites sacrés. Donc, c'est là
la particularité, je dirais, des sites templiers. C'est un peu les deux. Donc voilà, en fait, c'est pour ça qu'il fallait que je vous explique les réseaux, que je vous explique les vortex, les cheminées, de façon à pouvoir comprendre en fait ce type de dessin. On voit bien aussi que les réseaux Curie sont travaillés exactement comme ce qu'on a vu dans une église. Tout ça, c'est pour densifier, intégrer le bâtiment dans son énergie, faire en sorte qu'il dure longtemps, qu'il soit solide. C'est aussi bien la façon dont on va construire le mur que la façon dont on va énergiser le mur qui compte. Et en tout cas, cette construction, elle est à la fois visible et invisible. Tout ça, c'est invisible. Et ça contribue au ressenti qu'on peut avoir dans un lieu. La chambre ici, elle se situe. Attendez, les questions, il vaut mieux les faire après. Il y a un temps pour les questions. C'est juste pour dire que c'est près de Salon de Provence. C'est près de Salon de Provence ? Ok. Merci. Bon. Alors, des Templiers, ils ont été partout, hein. Ils n'étaient pas qu'en France, mais on va prendre juste un exemple. Ah, j'aime bien cet exemple-là. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? La toponymie, ça s'appelle la Maison Neuve. Tiens, déjà, Maison Neuve. Ça sentirait peut-être les Templiers. Le système constructif qu'on trouve assez souvent, c'est un système constructif qui est plutôt rectangulaire. Et là, en fait, on a bien des concentrations de lignes qui correspondent au mur. Ici, là, ça repart par là, et ça revient ici. Je pense que le site d'origine, il y avait des bâtiments tout autour. Alors, je te laisserai parler, Laurent. En fait, c'est le clin d'œil, c'est la maison de Laurent et de Fanny. Pardon. Et donc, tu as fait quelques recherches autour de ça, et donc tu pourras nous dire... Alors oui, David, je prends le... Oui, en fait, on a fait quelques recherches. En fait, quand Philippe est arrivé à la maison, et il a dit, mais c'est pas un site templier. Oh, j'ai dit, bah non, pas du tout. La seule trace qu'on connaît au plus loin, c'est 1469. Le fief, ça s'appelait fief et seigneurie de la Maisonneuve, appartenait à Jacques Dupuy du Fou, qui était vassal de Jehan Dupuy du Fou, le propriétaire de la maison du Boignard de Jean-Michel Mousset. C'est drôle parce que je travaille pour Jean-Michel Mousset. Je suis resté son vassal, quoi. Et donc, ce qu'on a trouvé d'intéressant, alors d'abord ici pour comprendre, effectivement, on avait ici une grosse tour qui est intégrée dans ce qui s'appelle aujourd'hui la métairie, n'est-ce pas ? Il nous reste une tour d'angle ici. Les fondations d'une tour plus importante là, on avait évidemment une porte cochère qui a été retirée, mais qu'on remettra très certainement. Alors ce qui est très intéressant surtout, c'est que quand on est en plein travaux, dernièrement, on a fait des découvertes hallucinantes. Tout d'abord, on a des pelleteuses dans le corps de logis, là, à l'intérieur. C'est Verdun chez nous. Et on a découvert à 70 cm du niveau du sol où on était, pour mettre le chauffage au sol, on a découvert un dallage de terre cuite. Donc déjà, c'est-à-dire qu'on était certainement beaucoup plus enfoui dans le sol. Un ami qui est venu jeter un œil, qui est ici présent, Wilfried Pontereau, grand spécialiste de la limousinerie, que vous pourrez rencontrer après la conférence, nous disait, Laurent, tu devais probablement avoir ici une douve, ou douve sèche, probablement ici aussi. Et quand ils ont bouché la douve, évidemment, l'eau s'est infiltrée, parce qu'on a 500 mètres de chemin creux pour arriver chez nous, et l'eau se cumulait ici. Donc ils ont remonté le sol, et ensuite, avec les lampes à huile, ils commençaient à asphyxier. Donc ils ont remonté les étages, ce qui fait qu'on a des cheminées très anciennes à l'étage, qui sont un peu... les soubassements sont pris dans le plancher. Mais ce qui est très intéressant surtout, c'est que quand on rentre chez nous... Alors c'est un des rares fiefs qui a échappé à Jean et Anne-Marie de Régnac, pour ceux qui connaissent, qui ont écrit les fameux tomes Château et Logis de Vendée. C'est le seul site seigneurial qui a échappé à leur radar. Ils n'en reviennent pas parce que à l'intérieur de ce logis, Philippe, Wilfried connaissent très bien, et Jean-Michel. Il y avait un oratoire. Il y a un oratoire. Et il y a un oratoire. Alors voilà, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous montez à l'étage, vous avez un escalier qui a été construit au début de la Renaissance, au début des années 1500. Vous avez un premier palier. Et ce premier palier, il y a encore des fresques dessus. Hein, et le deuxième palier, c'est une petite pièce avec un endroit où on voit qu'il y a une armoire murée. Et cet endroit, en 1762, parce qu'on a un rapport de 1762... C'est à cet endroit-là, à peu près. Oui, exactement, au centre, exactement, nous dit que cet endroit s'appelait l'Estude.
les studs, et avec une armoire murée, nous donne forcément un oratoire, comme disait Philippe et comme confirmait Michel Vital de Bossé. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que quand vous rentrez dans la maison, de chaque côté, vous avez 2 hommes en armes de la fin du XVIe siècle. Grandeur nature, sont des fresques uniques en Vendée, d'ailleurs, tiennent des armes. Les historiens locaux ont dit c'est la représentation de l'autorité royale, parce que autrefois, fin 16e, début 17e, habitait ici un sénéchal. Non, on n'aurait pas mis ça. Pour moi, c'était une évidence. Ce sont les gardiens du temple, les gardiens du ciel. D'autant que on poursuit avec le décorum, c'est-à-dire que quand on gravit l'escalier, sur le premier palier, on a 2 colonnes peintes de chaque côté, qui représentent certainement Jacquin et Boise, pour ceux qui connaissent un petit peu la symbolique de Jacquin et Boise, le nom des 2 colonnes du temple de Salomon. Alors, et quand vous tournez le dos au décorum, vous avez votre oratoire sur lequel vous pouvez faire votre œuvre spirituelle. Le labor, on l'a encore pas identifié, Oui, mais c'est on ce que sait j'allais qu'on a dire. des soubassements très anciens un peu partout. Il faut qu'on cherche le labor. Alors on cherche le labor. On sait qu'aussi le plan ici, vous avez l'ouest ici, et nous avons les tombes ici, quelques tombes de notre cimetière protestant, puisque c'est un logis qui a très très rapidement adhéré à la réforme. Dès 1530, ils étaient déjà protestants, et nous on a acheté à des Anglais qui l'étaient également. C'est-à-dire qu'en fait, depuis 1530, ce logis fortifié est protestant. Voilà. Donc on a encore beaucoup de choses à Oui, parce découvrir. que moi, ce qui m'intéresse maintenant, pour le coup, c'est d'aller voir si on a ces concentrations de lignes négatives défensives. En fait, il me reste à explorer tout le système défensif. Donc, les douves sèches, c'est ce qu'on a vu en fait sur les fortifications celtes. On fait un trou, ça fatigue. Et là-dedans, à mon avis, il y a encore des choses à explorer. Ça veut dire qu'en fait, on a encore tout un tas d'histoires à découvrir. Moi, je m'étais concentré sur le logis, c'est-à-dire faire en sorte d'être bien dans la maison. Ça sentait à plein nez le temple et l'alchimie, mais j'ai pas été plus loin que ça. Il faudrait effectivement qu'on revienne faire une deuxième campagne d'études. Et on a découvert quelque chose après ton passage, ça j'ai oublié de le préciser, c'est que dans l'escalier, enfin sur le pilier de l'escalier central, il n'y a pas très longtemps de ça, je passais une lampe rase pour voir si je trouvais encore, parce qu'il y a plein de fresques chez nous, surtout que depuis qu'on a fait les travaux, on a même découvert des portes murées qui donnent dans l'escalier, donc on est forcément là au 15e siècle, c'est-à-dire dans les années 1400, bien avant. Et puis alors, donc, Jean-Louis Champin, le tailleur de pierre, qui est là. Jean-Louis, tu es là? Voilà, Jean-Louis, qui est aussi notre tailleur de pierre, sensible aussi avec son pendule, a identifié une pierre comme étant de la fin du XIIIe siècle, mais moi aussi, je pensais qu'elle était très ancienne, mais tout ça, ça a confirmé avec Wilfried, avec Jean-Louis, et puis avec Philippe. Ouais, mais ça, on en reparlera, effectivement. Il n'y a pas de question. Un plan carré ou rectangulaire, c'est 13e siècle. Un plan comme ça, c'est 13e siècle pour toi? Oui, bon, déjà. Oui, Wilfried, vraiment, Wilfried, un jour, il faudra vraiment que tu viennes causer dans nos colloques, parce que Wilfried construit une chapelle du 8e siècle, mais c'est un magicien, cet homme-là. Vraiment incroyable. Qu'est-ce qu'on cause chiffon quand on est ensemble? Je vous raconte pas. C'est très ancien, ça remonte à plusieurs milliers d'années. Il y a un lien qui est juste à côté. Oui, effectivement, on a tous ces éléments qui s'articulent autour de ça. Et donc, en passant la lampe rase, j'avais mes 2 enfants, Louise et Alban, que vous avez vu dans le spectacle Chandelle. Je passais une lampe rase et puis Alban me dit « Regarde papa, il y a un cercle. » Mais non, il n'y a pas de cercle. Mais si, regarde bien, mets ta lampe. On voit pas, l'œil nu, on voit pas du tout, quoi. Et dès qu'on passe la lampe rase, un endroit précis, on voit se dessiner un cercle. Ok. Et Louise me dit, papa, regarde, c'est une croix comme les Templiers. Mais non. Mais si, tiens, mets ta lampe. Et on voit les contours, on ne sait pas trop, mais légèrement des contours qui sembleraient nous dessiner. Alors, évidemment, ça ne date pas de l'ordre du Temple, mais de transmission orale, par la mémoire, on entretient quelque chose. Est-ce qu'on entretient un occultum, c'est-à-dire un cabinet d'alchimiste? Est-ce qu'on entretient... moi, je pensais que ce cabinet d'alchimiste, il datait de l'époque de la Réforme, parce qu'on n'est pas loin de Fontenay-le-Comte. Vous savez, c'est le grand site des intellectuels. C'est Rabelais, c'est Tiraco, c'est tous ces gens-là, ces grands penseurs extrêmement modernes, et qui, ça donne déjà l'alchimie. Parce qu'il y a une deuxième alchimie. Il y a l'alchimie templière, mais il y a l'alchimie de la Renaissance, que pourra confirmer Michel Vital de Bossé. Donc, si vous voulez, ici, on est sur vraiment un projet intéressant. Surtout qu'en plus, là, je rebondis sur Michel Descendier, notre astrologue, pour en finir là, parce que c'est pas ma conférence, même si c'est ma maison. C'est que, avant de connaître la maison,
Michel Descendier, ici présent, fait une révolution solaire à Fanny et lui dit, Fanny, c'était en 2020, on ne connaissait pas la maison, je lui dis, on l'a acheté en 2021. Il dit, Fanny est un grand changement en maison neuve, 2021. On rencontre cette maison et on découvre qu'on jette notre dévolu dessus et on découvre sur la maison neuve. La maison neuve. Donc, vous voyez, il y a aussi des sites qui nous appellent. Excuse-moi, Philippe. Non, mais comme ça, moi, j'ai moins à parler, je te laisse faire. Et donc, effectivement, site templier, le hasard a fait que... Enfin, le fameux hasard, hein, celui dont Einstein disait que c'est juste le nom que Dieu prend pour passer incognito, a fait que je me suis trouvé sur ce site-là. Mais en fait, avant, j'avais été sur celui-là. Ça s'appelle le Mas Nouveau. C'est dans les Cévennes. C'est aussi un site templier. Et en fait, la partie templière, elle est plutôt là. Ça, c'est plus récent. Je pense que ça se refermait comme ça. L'entrée était ici. En tout cas, c'est aussi un site templier. On est à 700 mètres dans le parc naturel des Cévennes. Donc là aussi, sur quelque chose... qui me semble être plus, en fait, des sites templiers. Il y a les sites effectivement qui sont dédiés à l'entraînement, au rassemblement en fait des récoltes. Puis vous avez des fermes templières tout autour. Je pense que c'est plutôt une ferme templière. Et toujours le hasard. Cet été, je vais à un mariage à Oudin dans le Nord, et les mariés vont faire des photos ici, qui est un ancien site templier. Donc je me suis dit. Merci Laurent de m'avoir fait travailler sur les sites templiers, parce qu'en fait, je me retrouve à croiser des sites templiers. Donc là, on est, à mon avis, sur la partie en fait plutôt militaire et la partie plutôt vivrière. C'est entouré d'eau. On a un petit passage, un pont-levis. Bon, j'ai pas eu le temps de décrypter à fond, mais le hasard, toujours le fameux hasard, fait que voilà, je me suis retrouvé à cet endroit-là. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant aussi de vous montrer un certain nombre de petites similitudes et de décrypter le système constructif qui ne se voit pas, qui est le système énergétique. C'est ça l'apport de la géobiologie. Je ne suis pas un historien, je ne suis pas un spécialiste des Templiers, et c'est juste l'intérêt justement de travailler à plusieurs pour croiser nos référentiels. Et je pense que quand on fait de l'archéologie, c'est intéressant de prendre les baguettes et de voir où les lignes sont concentrées. C'est souvent le signe qu'on a des murs. Et donc on peut retrouver les tracés d'origine grâce tout simplement au travail sensible. En tout cas, c'est intéressant de croiser les différentes compétences. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager. On a parlé un petit peu d'alchimie, mais juste un petit peu. Je pense que c'est des sites où ils pratiquaient cette recherche spirituelle. L'alchimie est une recherche spirituelle. En tout cas, c'était intéressant de voir la trace historique de l'autorisation de mettre des oratoires en place. Donc moi, j'ai trouvé ça, le clin d'œil, intéressant. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Est-ce que je suis dans les temps ? Oui, tu es dans les temps, Philippe. Merci beaucoup. Philippe Cissé. Parfaitement dans les temps, mon cher Philippe. On passe aux questions. On a jusqu'à 16h. Attends. Micro. Juste, je reviens sur la première photo. Celle-là. Le spirituel et le temporel n'étaient jamais séparés. De toute façon, l'histoire du donjon, là... Oui. Non, pas celle-ci, l'autre avant, là. Ça, photo, là. Pardon, je sais pas. Où était la chambre ? Ah, où était la chambre ? L'oratoire. Enfin, vous voyez, c'est... Parce que il n'y a Alors, pas forcément moi, je pense une chapelle, mais... L'oratoire, il est plutôt là. Voilà, c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure. Spontanément, je mettrais là. Il y a la Aula qui est mérovingienne, qui est très ancienne, la grande salle. Quelquefois, on construisait à Chantosso, j'ai travaillé sur Chantosso, sur la citadelle médiévale. Ils ont construit une chapelle au 11e et 12e sur l'ancienne Aula mérovingienne. Donc, on les modifie. Après, on fait des logis à côté, etc. Mais le spirituel et le temporel ne sont jamais séparés au Moyen-Âge. Donc, on travaille, on vit sur place, on prie en permanence, et enfin, ça fait partie de... Donc, la chambre, on peut supposer qu'elle était au premier étage du donjon, deuxième peut-être, mais voilà. Je veux dire... En tout cas, voilà, il y a plusieurs grilles de lecture. Moi, ce qui m'intéressait, c'était effectivement de voir les systèmes constructifs invisibles. Après, on peut enrichir avec la connaissance des sites. Voilà.
Bon, Philippe, là, je regarde, pas avoir un interlocuteur qui va me dire que je suis trop long. Alors, c'était simplement pour revenir sur ce que tu as dit, qui est très important. Tu as cité Teilhard de Chardin. Oui. Le passage de la biosphère à la noosphère, ce qui lui a valu de se faire virer par l'officialité religieuse, et c'est pour une activation de l'énergie. C'est le texte précis, et il place le Christ effectivement dans la noosphère. Ça, c'est la première chose. La deuxième, en ce qui concerne le trésor des Templiers, et ça rejoint ton enquête là, sur les sites qui sont marqués, hein, où tu as habilement glissé aussi cette triple fonction, les laboratores, les oratores, etc. Bon, je ne vais pas m'étendre, mais il y a un site qui est très important, c'est la vallée du Verdon, Valcroze, où tu as les chapelles suivantes templières: Sainte-Trophime, Saint-Étienne, Saint-Maur, Saint-Paul, Saint-Laurent, Sainte-Anne, Saint-Roch, Saint-Jude et Saint-Jean. Tu développes ces templarii. Et là, il y a toute une géographie sur la constellation de la Vierge, la Virgo, le culte de Notre-Dame. Alors, c'est la question que je te pose. On est dans le Verdon, pas loin de Castellane, tu sais, où il y avait le fameux mandarum de la Brutie, la Gourdin. Oui, je le cite en passant. Et donc, non, mais c'est une façon de traiter les gens aussi. Hein. Donc, je me demande s'il n'y a pas effectivement entre tes travaux et ce lieu qui est marqué, qui est codé, crypté. Et moi, c'est ce que je vous amenez sur la Bauve des Chevaliers que vous avez pu récolter là, est un lieu aussi que le groupe Arcal, qui travaille dans ta direction, a inventorié. Et on a découvert le système des lasers, tu sais, des courants cosmotelluriques très importants, avec une partie que j'ai pas touchée, c'est la partie supérieure où il y a vraiment des dessins au sol qui ont fait dire à des gens très illuminés que c'était peut-être un facteur cheval. Je crois que c'est autre chose. Ça ressemble plus à des crop circles dans leur forme. On peut parler de facteur X. Donc la vallée du Verdon. Oui, c'est un site d'exploration. En fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de pouvoir travailler avec plusieurs casquettes. Tout seul, on n'a qu'une partie de l'information. À plusieurs, on a la possibilité de réconcilier plus d'informations. On dit que tout seul, on va plus vite, mais qu'à plusieurs, on va plus loin. Et on est 3 fois plus intelligent à 2 que tout seul. Donc, moi, j'ai ma grille de lecture, on peut l'utiliser, mais c'est intéressant de croiser avec les connaissances historiques, avec les connaissances ésotériques, et peut-être qu'on ira beaucoup plus loin sur l'étude et le décryptage des sites templiers. En tout cas, c'est une enquête qui est passionnante. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? À quand un décryptage de la vallée de la Sèvre ? La Silicone Vendée. La Silicone Vendée. Alors, peut-être un mot du château du Boignard, puisque tout à l'heure, à 18h, nous irons faire un drum circle autour, dans la clairière du Menhir. Hein. Oui. Vous avez noté ça dans le programme. Alors, on va revenir sur un truc. Et si tu me permets, oui. Sur ça. Le château du Moignard, en fait, il y a une des tours qui a ça. Et l'autre bout, c'est le menhir. Et donc, pour la cérémonie de tout à l'heure, vous serez dans un vortex. Après, il faudra voir si c'est la partie qui relie avec le monde d'en haut ou avec le monde d'en bas. Je ne vais pas vous le dire. Mais ça va être intéressant à expérimenter. Est-ce que ces études sont toujours un préalable aujourd'hui à toute construction Non, parce que le préalable de la construction, par exemple, les riches Romains qui voulaient construire une villa, ils mettaient des moutons. Un an après, ils chopaient un mouton, ils tuaient le mouton et ils demandaient à un spécialiste de lire le foie de mouton. Ils appelaient l'aruspice. L'aruspice, arus, entrailles, spicios, regarde. Et donc, en fait, c'est des pathoscopies. Il était en train de regarder s'il était en bonne santé. Bon, enfin, je résume. Le mouton est en bonne santé, je construis. Le mouton n'est pas en bonne santé, je ne construis pas. Maintenant, on a des PLU, on a des lotissements, on est en train de mettre le maximum de personnes dans le minimum d'espace. On n'a pas le temps de mettre des moutons. En plus, alors mettre les moutons, c'est pas le problème, mais tuer le mouton, si on a la Ligue de protection des animaux sur le dos en disant oui, mais c'est pour construire, je vois pas comment on va argumenter le truc. On a les instruments de mesure, c'est ça. Oui. Aujourd'hui, on pourrait mesurer. Enfin, on peut mesurer. Alors, donc, les questions, c'est avec le micro. Si vous voulez poser une question, ça va être plus simple. Ce qui est énergie positive ou négative, l'impact de mettre une chambre à tel endroit où on peut bien dormir, Oui. on peut pas dormir, tout ça, c'est pas pris en compte alors. Alors, non.
Non, en fait, dans la construction telle qu'elle est réalisée aujourd'hui, en fait, on ne prend pas du tout en compte l'énergie des lieux. Et moi, j'avais approché des constructeurs en disant, bah, tiens, ce serait peut-être intéressant de réfléchir à ça. Et la réflexion du constructeur a été de me dire, parce qu'en fait, je corrige aussi des lieux qui sont existants. On peut toujours améliorer l'énergie d'un lieu. C'est pas parce que l'énergie est pourrie qu'il faut déménager. On va se faire en sorte, si c'est des cours d'eau, de plus sentir les cours d'eau, de déplacer les cheminées négatives. Enfin, il y a tout un mode opératif de soin du lieu. Et donc, la réflexion en fait, du bâtisseur a été de me dire, il y a déjà tellement de règlements qui nous font chier, si en plus il y a un zigoto qui nous dit qu'il faut déplacer la maison, on va pas s'en sortir. Donc, comme vous le corrigez après, vous irez après. Oui, je voulais dire deux choses. En Allemagne, c'est obligatoire l'étude géobiologique. Ouais. Depuis des années, hein. Nous, on est complètement à la bourre. Autre chose pour les moutons, on observait l'endroit où ils dormaient sur la parcelle. Où ils dormaient, ils se reposaient là où ils étaient bien. Pas qu'une histoire de foie, machin d'air. Et on attendait presque 1 an avant de construire. Les Romains savaient ça. En tout cas, le bon sens paysan, c'était de dire je construis pas là où les animaux se couchent pas. Et les nomades, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils établissent le campement, ils ont souvent des chiens avec eux, ils attendent, ils regardent où se couchent les chiens, ils virent les chiens, mettent la tente. Parce que les chiens se mettent sur les zones positives. Les chats se mettent sur les zones négatives. Alors, ça, c'est une autre histoire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Questions ou remarques? Attends, Patrick. Au micro, Patrick. Philippe, merci de nous partager aussi tes expériences dans le milieu agricole, dans la vigne, dans l'élevage. Parce qu'aujourd'hui, énormément d'élevages sont touchés par les phénomènes géobiologiques sans réellement le savoir. Et je trouve que tout ton travail que tu fais en élevage est salutaire. Et il y a plein d'indicateurs en élevage très vite à percevoir, qui sont des clés pour faire des études géobiologiques. Tout agriculteur devrait faire son étude géobiologique de son sol et de ses bâtiments pour bien travailler dans de bonnes conditions. Enfin, partage ça. D'autant plus dans les élevages. C'est vrai qu'effectivement, dans les élevages, on a des bâtiments qui fatiguent les animaux. Et on ne peut pas demander à un animal fatigué d'être performant. C'est comme demander à un sportif de haut niveau de faire une performance quand il est fatigué, il n'y arrivera pas. Il y a des bâtiments qui fatiguent. Et de dire, voilà, dans mon ancienne stabulation, ça allait nickel, je construis un super bâtiment qui m'a coûté 850 000 euros, et parce que j'ai mis des photovoltaïques dessus, il est à 300 mètres, et là, je perds 20% de ma production. C'est-à-dire que les animaux sont super formes, parce que les génisses, je les mets quand même dans l'ancien bâtiment, elles arrivent, ça pète le feu, en 3 mois, elles sont éteintes. Bah, c'est normal, le bâtiment, il est fatigué. Et donc là, on va décrypter. La présence de cours d'eau, de failles, de cheminées cosmotelluriques négatives, enfin, il y a tout un tas de choses. Les photovoltaïques aussi peuvent gêner les animaux. Et à partir du moment où on a décrypté, décodé l'environnement, on peut corriger cet environnement et faire en sorte que les animaux soient mieux. Dans l'exemple, 1 mois après l'intervention, chaque vache produisait 1,5 litre de plus par jour. Au bout de 2 mois, elles étaient à 2,5 litres par jour, avec la même alimentation. Donc, ça veut dire que l'environnement, plutôt que de fatiguer l'animal, était en train de dynamiser l'animal, et il pouvait mieux transformer l'alimentation qu'il avait en production laitière. Je travaille aussi beaucoup avec les viticulteurs, où là, je vais travailler sur les parcelles de vignes. Et une parcelle, le viticulteur va la travailler de façon homogène, et elle ne répond pas de façon homogène. Il y a des zones de mortalité de pied, il y a des zones de dégénérescence, il y a des zones, effectivement, où c'est mûr en avance, où c'est pourri au milieu, c'est difficile à récolter, c'est sensible aux maladies, c'est sensible au gel. En tout cas, tout ça, ça peut être lié aussi à des phénomènes géobiologiques. La grille de lecture géobiologique peut nous permettre de comprendre pourquoi, à cet endroit-là, j'ai un développement spécifique de maladie ou de dégénérescence. Pourquoi, à cet endroit-là, j'ai de la mortalité de pied plus qu'ailleurs. Et en amenant des corrections, et en travaillant sur l'homogénéité des parcelles, on arrive à travailler, à améliorer en fait le résultat. C'est-à-dire qu'en fait le végétal répond. Bon, parce qu'on peut toujours nous dire que quand on travaille chez un particulier, il y a un effet placebo. Mais il faut m'expliquer l'effet placebo avec la vigne. Il faut aussi m'expliquer l'effet placebo avec les vaches ou les chèvres. Alors après, il y en a qui disent « Oui, mais parce que l'éleveur, il est hyper convaincu, il transmet l'information aux animaux. » Bon, déjà, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais avec la vigne,
Je vois pas comment ça marche. En tout cas, Et moi, Philippe, qu'en est-il des éoliennes? Avec la fragmentation des molécules d'oxygène, on a de plus en plus de signaux alarmants concernant les élevages de bovidés, notamment, avec une forte mortalité quand ils sont à proximité de ces édifices. Alors, je ne suis pas contre les éoliennes, hein, loin s'en faut, mais je veux dire, on a le droit de s'interroger. Que sais-tu là-dessus? ce que je sais, c'est qu'en fait, c'est pas tant l'éolienne que l'emplacement où a été posée l'éolienne qui pose problème. Si on a posé une éolienne à l'aplomb d'un cours d'eau, elle va élargir en fait la zone de nocivité d'un cours d'eau ou d'une faille. Et donc, dans l'implantation des éoliennes, il faut chercher des zones neutres. Il y a un groupe de géobiologues en Bretagne qui travaille avec des implanteurs de champs d'éoliennes et qui les aident à les mettre dans les zones les moins gênantes. Ils ont même réussi à mettre un élevage au milieu d'un champ d'éoliennes et qui fonctionne très bien, parce que ces éoliennes sont en zone neutre. Alors là, on ne parle pas effectivement de le problème sonore. Ça génère des infrasons, une éolienne, et que ça va extrêmement loin. La problématique des massifs béton est énorme, parce que quand on déconstruit une éolienne, on n'enlève pas le massif béton. On ne parle pas non plus, effectivement, de la génération de champs magnétiques, puisque une turbine produit de l'électricité par rapport à des champs en produisant beaucoup de champs magnétiques. Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, pour les animaux, en tout cas quadrupèdes, sont 6 fois plus sensibles que nous aux champs électriques. Donc là où nous, on est peu gênés, de toute façon, on n'est que sur 2 pieds. Et souvent, on a des bottes isolantes. Donc, même pas mal. Et les animaux, ils se prennent des courants et ça viendra les perturber. En tout cas, ça fait partie de l'analyse. Là, on a un peu dérapé sur autre chose. Si on marche sur les mains, c'est mieux? Là, on va sentir les courants parce qu'on n'aura pas d'isolant. Ah. Il faut mettre des gants. Il faut marcher sur la tête. Ça peut être ça. En tout cas, la partie environnement technologique fait aussi partie en fait, de l'analyse géobiologique. C'est-à-dire, on va analyser dans une maison la qualité de la prise de terre, les champs électriques, les champs magnétiques, les conséquences sur le corps du champ électrique qui est la tension corporelle induite. On va analyser également la partie électricité sale, c'est-à-dire en fait les déviations de signaux qui peuvent être liées à un compteur Linky, par exemple. On analyse aussi l'exposition aux ondes avec des analyseurs haute fréquence. On regarde comment on est exposé aux ondes. La plupart du temps, c'est les ondes qu'on produit à l'intérieur de la maison qui sont les plus gênantes. Notre box Wi-Fi, notre téléphone sans fil de maison, c'est le pire, la plupart du temps. Donc ça fait aussi partie de l'environnement invisible, même si tout le monde est d'accord pour dire que les ondes existent, parce qu'on a un résultat. On reçoit des coups de fil, on reçoit des vidéos, on envoie des mails, donc ça fonctionne avec des ondes. Donc, mais il n'y a pas de photo d'onde. Personne n'a vu une onde. Ça reste quelque chose d'invisible. Au même titre que les réseaux telluriques dont on parlait, les cours d'eau souterrains, les failles, les cavités, les cheminées cosmotelluriques, tout ça, ça fait partie du non visible. Donc moi, mon approche, on pourrait dire que c'est du consulting environnemental. La plupart des consultants travaillent sur comment mon entreprise ou moi-même impactons l'environnement. Et moi, c'est le contraire. Je vais regarder comment l'environnement nous impacte. Et j'analyse, j'audite l'environnement naturel, l'environnement technique. Je vais mettre en place des solutions d'abaissement d'exposition. On prend des indicateurs, on suit les indicateurs. C'est du consulting tout à fait classique et pragmatique. Même si la méthodologie, les outils, dans certains cas, on va utiliser des outils traditionnels, mais il y a aussi des outils techniques. Vas-y Antoine, pose ta question. On a évoqué le sujet des pavillons de lotissement. Oui. On essaye de densifier au maximum maintenant avec le PLUI justement. Qu'en est-il dans les villes où du coup on est quand on vit au 11e étage d'un immeuble, comment est-ce qu'on peut du coup intégrer cette dimension de la géobiologie pour... Enfin, j'imagine que ça fonctionne de la même manière, mais là oui. Du coup on est moins maître de la situation. On peut néanmoins faire des corrections que sur le 11e étage. En fait, la règle, enfin, on peut parler d'éthique, c'est-à-dire je ne peux pas intervenir là où on ne m'a pas demandé de le faire. Donc, si dans un immeuble, je dois travailler sur un appartement du 11e étage, je travaillerai que sur cet appartement-là. Les corrections ne s'appliqueront que sur cet appartement-là. Je n'ai pas le droit de changer la qualité énergétique de lieux, de personnes qui ne m'ont rien demandé. En tout cas, on peut parfaitement travailler en correction énergétique juste sur une zone. Alors, sur un appartement qui est haut, on a un décalage entre l'énergie tellurique et cosmique.
Ce qu'on reçoit, il y a trop de cosmique, pas assez de tellurique. En plus, si c'est des dalles béton, les dalles béton, à chaque fois, ont un très grand pouvoir de réflexion. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'énergie qui passe à travers. Et plus on est haut, et souvent, plus on est exposé aux ondes électromagnétiques. Donc, en fait, il faut analyser tout ça. Chaque lieu est différent. Donc, ça veut dire que chaque lieu va se corriger de façon légèrement différente, de façon à ajuster, c'est-à-dire à être juste. Voilà, c'est ce qu'on cherche à faire, d'être juste, pertinent et équilibré sur l'environnement qu'on va travailler. En tout cas, c'est d'observer ce qui se passe. Et des fois, on travaille sur des choses qui sont complètement impalpables. Moi, je suis intervenu chez un notaire qui me disait « Mon serveur, mon logiciel métier, c'est des paramètres. Et mes liaisons intersites lâchent. Ça saute tout le temps. » Bon, j'y allais. Donc, je n'ai pas été avec ma baguette de sourcier dans les bâtiments, mais je suis allé voir, j'ai plutôt utilisé mes appareils, et il y avait une belle cheminée cosmotellurique sur le serveur. Donc, je l'ai mis dehors. Plus jamais le logiciel s'est déparamétré. Et, étonnamment, les liaisons intersites étaient stables. Ces phénomènes-là interagissent aussi avec l'électricité, l'électronique. Je suis intervenu également sur un transstocker automatique où là, il n'y a personne dans le truc. Il n'y a que des machines. Mais c'était le bordel. Ils n'arrivaient pas à le mettre au point. Il y avait plein de cheminées cosmotelluriques. C'est le seul phénomène qu'on peut déplacer. Donc, je fais mes corrections. 1 mois et demi après, c'était au point. Ça marchait. Bon, on travaille. Après, chaque lieu est différent. Chaque lieu, on va analyser, décrypter ce qui se passe. Et puis pouvoir... Et alors, sans trahir de secret professionnel, tu fais comment pour déplacer une cheminée cosmotellurique? Alors, c'est comme l'histoire du chocolat. Ah. Il vaut mieux que je te forme pour le faire, tu sauras le faire. C'est très facile à faire, c'est assez compliqué à expliquer. Très bien. Donc, on s'inscrit à ton prochain stage. Ça tombe bien, il y en a bientôt au Château du Boignard, mais il est complet, hein. Oui, en fait, là, je reviens la semaine prochaine pour animer 4 jours de stage, au mois d'octobre pour en faire 3 de plus, et puis au mois de novembre pour en faire 2. On fera le cursus complet. Le stage est complet, mais... Bon, on proposera une autre session en 2023. Voilà, ouais. On va le refaire. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est d'aller explorer ça. La sensibilité, on va explorer sa sensibilité. Vous pouvez voir ça comme votre super pouvoir. On l'a tous. On ne l'a pas travaillé à l'école, parce qu'on nous a appris d'autres choses. Mais on a tous cette sensibilité, on est tous capables de le faire, et d'aller juste décoder, explorer. C'est une forme de développement personnel, en tout cas. Patrick, tu as fait la formation, tu peux éventuellement témoigner. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Et après, on aura une question. J'ai une question, c'est que ces cheminées, parce que je suis ici, oui. Ces cheminées cosmotelluriques, elles existent depuis la nuit des temps. Oui. Et elles ont donc un rapport tertiel établi. Oui. Et c'est juste une interrogation. Comment est-ce qu'on peut déplacer partiellement? C'est par la force de l'intention? Non, c'est parce que quelque chose qui est là depuis la nuit des temps. En fait, c'est considéré comme des esprits de la nature. Donc, on leur demande de se pousser. D'accord. Et donc, ça a une forme de conscience aussi. Et donc, on va discuter. On va leur demander d'aller à un endroit qui est plus favorable pour elles. On va les aider à aller dans un endroit qui est plus favorable pour elles. Parce que souvent, on a construit dessus et ça les gêne dans leur fonctionnement. Donc, bon, on fait le médiateur. Oui, oui. Ah, bah, Avec les esprits, avec l'intelligence de l'invisible. Oui, parce que pour être juste, pertinent et équilibré, c'est pas nous, avec notre conscience d'humain, qui pouvons être juste, pertinent et équilibré. Il faut qu'on travaille avec les esprits de la nature, il faut qu'on travaille globalement en équipe. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Un 2, on est 3 fois plus intelligent. Et donc, les corrections, on les fait pas tout seul. En fait, c'est soulager une tension. Oui, c'est ajuster une congestion, faire disparaître une congestion, la déplacer. En tout cas, Patrick sait le faire, il a été formé, il peut témoigner. Alors, comment témoigner d'une telle expérience? C'est pas très facile, mais en tout cas, oui, j'ai fait les 4 niveaux. Je suis à 4 niveaux. C'est l'expérience, en tout cas, est extrêmement intéressante, surtout surprenante, si je peux dire.
Et en effet, ce qui est décomplexant, c'est que c'est à portée de tout le monde. Et c'est assez simple finalement. On en fait tout un plat parce que c'est quelque chose qui est assez nouveau pour chacun d'entre nous. On n'est pas habitué à parler de ces sujets-là. Et on se dit comment on va agir sur des choses invisibles. Et finalement, faut lâcher le mental, totalement le mental. Il faut faire confiance à l'univers et te connecter entre terre et ciel. Et Philippe est un excellent pédagogue, donc je vous invite pleinement à aller à ces formations. Alors, on garde les pieds sur terre, c'est très pragmatique aussi, hein. Mais ça ouvre l'esprit sur autre chose, sur l'invisible. Et donc, la plupart du temps, les gens travaillent sur ce qu'ils voient. Et moi, ce que je propose dans l'expérience, c'est on sort du cadre, on va regarder si ce qui ne se voit pas n'a pas une interaction avec nous. C'est ça, en fait, la géobiologie. C'est hyper simple. Dernière question. Oui. Alors, si c'est pour déplacer une cheminée, ça va être la même réponse que tout à l'heure. Est-ce que la géobiologie prend en compte la géométrie de la construction dans laquelle on habite, par exemple, et le type de matériaux dans lequel elle est faite, et du coup les polluants éventuels, etc. Oui, on analyse la qualité de l'air. Et dans certains cas, on peut conseiller à mettre de la mise en place de ioniseurs d'air pour justement capter en fait, les particules fines qui peuvent être liées effectivement à des meubles qu'on vient de monter soi-même, sans parler de marque, parce que ça dégage des composés effectivement volatiles. Les matériaux utilisés, en réalité, c'est pas hyper important parce que le système de correction énergétique va nous permettre de ramener de l'énergie dans les bâtiments en s'affranchissant des contraintes matériaux. Donc oui, travailler avec des matériaux sains, c'est mieux. Maintenant, la plupart du temps, l'existant, on peut ramener une belle énergie dans un lieu, même avec des matériaux qui seront un peu plus artificiels. Est-ce que ça répond à la question? Et la géométrie, alors c'est évident. On va parler du nombre d'or, juste rapidement. Le nombre d'or, en fait, c'est ce qu'on appelle la divine proportion. C'est, grosso modo, par exemple, c'est le rapport entre la longueur de la feuille de chêne et la largeur de la feuille de chêne. C'est également un rapport qu'on trouve dans la plupart de notre environnement naturel. Et construire avec ces proportions-là, c'est juste faire un bâtiment qui a une vibration qui est proche du vivant. Donc on va la trouver plus harmonieuse, on va se sentir mieux. Alors si on peut faire des constructions basées sur le nombre d'or, c'est tant mieux. Maintenant, les bâtisseurs modernes, le nombre d'or, ils s'en foutent. Sauf si on fait son propre dessin, son propre tracé régulateur, et qu'on va faire une autoconstruction. Mais derrière, on peut quand même avoir une énergie sympa dans notre lieu, même si on n'est pas sur une construction de ce type-là. Donc, dans la construction templière, en fait, il y a l'utilisation de proportions qui sont intéressantes. Je n'ai pas tout décrypté, mais en fait, on a un rapport. En fait, je pense que ça, c'est basé sur le nombre d'or, en tout cas. Cette proportion qu'on a dans la nature, de façon naturelle, tout autour de nous. Et avoir un tableau, une œuvre qui est basée sur le nombre d'or, forcément, elle va avoir une vibration qui est plus proche de la nôtre. On va certainement la trouver plus jolie ou plus en correspondance avec notre propre vibration. Enfin, c'est comme ça que moi, je l'interprète. C'est comme ça aussi que les bâtisseurs ont travaillé, c'est de dire, on travaille, on construit, on fait des choses qui sont le plus proches possible de la nature, y compris dans la proportion, pour qu'on soit le mieux possible, enfin les bâtisseurs anciens. Les nouveaux bâtisseurs, souvent ont oublié ça, en tout cas c'est plus enseigné de la même manière, puis ça crée de la contrainte, et puis par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, le PLU, l'objectif du PLU, il est différent. Alors sur un lotissement, on a du bol, des fois de tomber sur un lieu sympa, et puis le voisin d'à côté, il n'est pas sur un lieu sympa, donc, mais on peut corriger. Voilà, merci Philippe Cissé. Merci beaucoup.